France Inter. It's Morning Edition from NPR News. MCT 3年嘅後時 حاليا من راديو روزانا بباريس. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour avec un dissident russe ce soir. 26 prisonniers échangés en tout provenant de 7 pays. La Russie a donc libéré hier 15 personnes, parmi eux le journaliste Evan Gershkovitch, arrêté en mars 2023, l'opposant Vladimir Kara-Murza, mais aussi Ilya Yashin était dans cet échange de prisonniers du 1er août dernier, un dissident russe donc qui était emprisonné pour avoir notamment montré des vidéos de la guerre en Ukraine. Il a été libéré lors de cet échange contre son gré. Il voulait rester pour résister de l'intérieur, même en prison. Il est en France brièvement dans le cadre du forum Russie Liberté et c'est à cette occasion que nous l'avons rencontré ce matin. Bonjour Ilya Yashin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, vraiment. Quand vous êtes arrivé en Europe, Ilya Yashin, il y a peu de temps maintenant, à la faveur d'un échange de prisonniers que vous n'aviez pas voulu, vous avez dit « Je ne sais pas comment faire de la politique russe en dehors de la Russie ». Est-ce qu'aujourd'hui, avec quelques mois de recul, vous avez trouvé votre place et vous avez trouvé votre utilité ? Я бы не сказал, что я уехал в Je Европу. ne dirais pas que je suis parti en Europe. On m'a plutôt déporté. On m'a déporté de fait, puisque c'est le FSB qui m'a mis dans un avion. J'étais accompagné d'hommes armés qui m'ont chargé dans cet avion. Effectivement, j'ai été personnalité politique russe quand j'étais en Russie, même quand j'étais en prison, je continuais de l'être. Mais comment travailler en exil, en immigration, je ne savais pas. Cela fait 2 mois et demi que je suis libre et j'essaie de comprendre comment on peut le faire. Quelles sont mes possibilités? Depuis 2 mois et demi, j'ai eu quelques rencontres importantes avec des compatriotes dans différentes villes en Europe. Je rencontre beaucoup de gens, ils ont beaucoup d'attentes et mon objectif principal, c'est de consolider les efforts anti-guerre des Russes qui ont des convictions d'opposition et qui vivent en dehors de la Russie. C'est important de pouvoir influencer l'opinion en Russie. Nous ne pourrons pas changer la Russie depuis l'extérieur. Ce qu'il faut faire, c'est changer l'opinion à l'intérieur de la Russie pour que les gens veuillent du changement. Et j'espère que très prochainement, j'espère avoir la possibilité de revenir en Russie. Est-ce que, on y reviendra à votre envie de retourner en Russie, est-ce que vous pensez qu'il faut malgré tout organiser une forme d'opposition à l'intérieur, quitte à ce qu'elle devienne peut-être un interlocuteur, pour pouvoir mieux ensuite porter vers l'extérieur? Est-ce qu'il faut organiser quelque chose en Europe, ou ici en France ou ailleurs, ou pas? Je pense qu'il est trop tôt pour parler de ça. Pour l'instant, il faut consolider les forces anti-guerre et démocratiques qui vivent en immigration. Et c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de réunir les personnes, créer un mouvement non officiel, non formel, mais international. Mouvement de Russes qui sont pour la démocratie et contre la guerre. Et c'est pour ça que je fais ces rencontres avec mes compatriotes. Vladimir Kara-Murza, votre compatriote qui est sorti en même temps que vous et de la même manière que vous, a dit ceci, il a dit « Il faut rappeler que la Russie et Poutine, ça n'est pas pareil ». Est-ce que vous avez peur, vous aussi, qu'on assimile parfois le peuple russe à son dirigeant? Et est-ce que ça aussi, ça fait partie des choses que vous avez envie de dire maintenant que vous êtes en Europe? C'est quelque chose qui m'inquiète vraiment. C'est ce qui arrange Poutine. Ses représentants tels que Vladimir Volodin, porte-parole de la Douma, il l'a dit lui-même. La Russie, c'est Poutine. Sans Poutine, il n'y aura pas de Russie. Je pense que c'est une position totalement russophobe. Des Poutine, ils viennent, ils partent, mais la Russie, elle sera toujours là. Et j'essaie de montrer sur l'exemple de mes camarades, des gens qui partagent mes convictions, montrer qu'il y a beaucoup de gens en Russie
Russie qui refuse la dictature, refuse l'agression et considère que la Russie devrait faire partie du monde libre et se développer en tant que pays libre et démocratique. Et nous devons lutter pour ça. Ce matin sur France Inter, il y avait Yulia Navalnaya, que vous connaissez bien sûr, et qui disait que la tombe de Navalny a toujours des fleurs fraîches. Et vous dites que lorsque vous étiez en prison, vous avez reçu des lettres de soutien. Ça veut dire qu'il y a des gens courageux en Russie, ça veut dire qu'il y a des gens qui disent leur opinion, même par des biais détournés, même si pour l'instant ils se taisent. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Je peux même citer d'autres exemples. En 2015, au mois de février, Boris Nemtsov s'est fait assassiner pas loin du Kremlin, sur un pont. Et depuis, pratiquement tous les jours, les gens apportent des fleurs à cet endroit où il s'est fait assassiner. C'est devenu une sorte de mémorial populaire, non officiel. Et les personnes qui viennent, qui posent des portraits et des fleurs, ils se font agresser, ils se font arrêter par la police. Un des bénévoles s'est fait tuer. Quand Alexei Navalny a été assassiné, des dizaines de milliers de personnes sont venues lui dire adieu. Et depuis, les gens apportent toujours des fleurs sur sa tombe. Et quand il y avait un candidat à l'élection présidentielle qui disait qu'il faut arrêter la guerre, beaucoup de personnes sont venues pour signer, pour l'enregistrer comme candidat. Ce n'était pas le cas chez Poutine. Donc la Russie démocratique existe, mais elle subit les répressions, elle est dans l'illégalité, elle est poussée dans l'illégalité, et je suis fier de parler en son nom. Est-ce que ça veut dire que, selon vous, vous avez essayé de montrer au peuple russe ce qu'était la guerre en Ukraine? Vous l'avez fait sur YouTube, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez été enfermé. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la Russie sait ce qui se passe réellement en Ukraine, que les Russes savent que Poutine est coupable de crimes de guerre? Diriez-vous que oui, l'ensemble du pays le sait, ça? Je pense que beaucoup s'en rendent compte, mais évitent non seulement d'en parler, mais même d'y penser. Il y a vraiment une dictature en Russie. Ce n'est pas une dictature imaginaire, mais ce n'est pas une métaphore. Elle est réelle. Des gens se sont fait emprisonner pour avoir mis un like sur les réseaux, pour avoir reposté sur Facebook, même pour avoir discuté de certains sujets au téléphone, quand quelqu'un l'a entendu. C'est une sorte de fascisme, réellement. Donc, à mon avis, beaucoup de personnes s'en rendent compte, mais essaient de fermer les yeux et les oreilles et de se distancer de ce qui se passe. Pour beaucoup, il est difficile d'accepter les horreurs qui nous entourent, et je pense qu'une bonne partie de la population de Russie vivent cette guerre, et même le régime de Poutine, comme une catastrophe naturelle dont il faut juste attendre que ça passe. C'est comme quand il y a une tornade, vous restez chez vous, vous attendez que ça se termine. Est-ce que ça veut dire que, selon vous, c'est par là, par la guerre, que le régime de Poutine peut tanguer? Est-ce que c'est l'angle, en fait, pour aller chercher le régime de Poutine et tâcher de le faire tanguer? Est-ce que c'est plutôt du côté de la corruption qu'il faudra aller le chercher, comme c'était notamment l'angle d'Alexei Navalny? Qu'est-ce que vous en pensez? Si on regarde l'histoire, les guerres souvent deviennent le début de la fin des régimes dictatoriaux. Vous savez, la Première Guerre mondiale a eu pour conséquence la fin de la monarchie, la révolution de 1917, la campagne de l'URSS en Afghanistan l'a affaibli et a accéléré les changements en Russie. Elle a exacerbé certaines tensions sociales et a joué sur la fin de l'URSS. Il y a eu beaucoup d'exemples quand les dictateurs se lançaient dans des guerres espérant que ça allait leur apporter une popularité accrue, mais
provoquer finalement leur fin. Et il y a des chances que l'Ukraine devienne aussi le début de la fin. Poutine espérait prendre Kiev en 3 jours, mais la guerre dure depuis 2 ans et demi, a été la raison de la mort de centaines de milliers de personnes, et cela crée des risques non seulement pour le pays en général, mais aussi pour Poutine et son pouvoir en particulier. Ilya Yashin, est-ce que vous avez peur de nous parfois, de l'épuisement européen sur l'envoi d'armes et l'aide à l'Ukraine? On voit ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, il peut se passer beaucoup de choses à partir du 5 novembre, là aussi, sur l'aide américaine. Est-ce que vous vous dites que si on en arrive là, si on en vient donc à négocier, et si négociation veut dire qu'une partie de l'Ukraine sera donnée à la Russie, ce combat-là sera perdu? Est-ce que vous avez peur un peu de nous aussi, la communauté internationale? C'est exactement ce que je pense. On m'a beaucoup demandé lors des rencontres avec des personnalités politiques que j'ai eues ici en Occident, on m'avait demandé comment aider le mouvement démocratique en Russie. Et j'ai toujours dit la même chose. Si vous voulez aider la démocratie en Russie et vous aider vous-même, il faut avant tout sauver l'Ukraine. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si vous donnez à Poutine l'Ukraine ou une partie de l'Ukraine, il ne s'arrêtera pas. Il va reprendre sa marche et il ira aussi loin qu'il sera possible. Il ira en Pologne, dans les pays baltes. La guerre va s'élargir. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut sauver l'Ukraine pour protéger la sécurité de l'Occident, de l'Europe, mais aussi pour le futur du peuple en Russie. Si Poutine gagne en Ukraine, cela actera le renforcement du régime de Poutine et de nouvelles répressions à l'intérieur de la Russie. Yulia Navalnaya disait ceci ce matin: la Russie de Poutine s'effondrera, mais il ne faut pas sous-estimer sa capacité à durer. Ça veut dire patience. Est-ce que vous l'avez, cette patience, ou pas? Moi, je n'ai pas de problème avec la patience. Je fais de la politique depuis 25 ans. Vous serez peut-être étonné de l'apprendre. J'ai commencé la politique la même année que Poutine est arrivé au pouvoir. Nos carrières étaient en parallèle, se sont développées en parallèle, tout en étant très très différentes. Je comprends que au sens historique, le régime de Poutine, sa fin est inévitable. Si on le prend à l'échelle de l'histoire en général, il est bientôt fini. Mais à l'échelle de la vie d'une personne, cela peut être très long. Je comprends aussi que nous travaillons non seulement pour le présent, mais aussi pour un futur. Ici, en France, il y a des institutions démocratiques, mécanismes de défense des droits, la liberté de la parole. Et pour beaucoup, ce sont des choses... Beaucoup de gens pensent que c'est automatique. Mais il y a eu des périodes quand des Français se sont battus courageusement pour avoir ces libertés et se sont fait emprisonner ou même tuer pour que maintenant cette génération puisse bénéficier de tout ça. Je fais partie d'une génération en Russie qui fait le même type de lutte pour que les générations futures puissent bénéficier des mêmes droits et des mêmes garanties. Mais est-ce que vous serez la génération qui verra une Russie démocratique? Vous le croyez dur comme fer ou pas? C'est ce que j'espère. Je rêve de voir de mes propres yeux une Russie dont je rêve. Et d'ailleurs, pour moi, il n'est pas du tout important que j'occupe un quelconque poste dans cette future Russie. Cela n'a pas d'importance pour moi, même si je suis un simple citoyen. Mais dans un pays où fonctionnent les institutions démocratiques, où les tribunaux et la presse sont indépendantes, cela me contenterait totalement. C'est ce qui est le plus important pour moi. Vous pensez qu'il a peur de vous, Vladimir Poutine? Vous avez dit en partant que vous ne vouliez pas partir précisément parce que, au fond, un prisonnier fait plus peur à Vladimir Poutine à l'intérieur de ses prisons qu'à l'extérieur. Malgré tout, vous le dites, il y a des choses qui s'organisent. Pensez-vous qu'il a peur de l'opposition et de son opposition, Vladimir Poutine? Je pense qu'avant tout, il a peur du peuple russe en général,
général et plus généralement c'est une personne assez lâche, quelqu'un qui se respecte lui-même et respecte les autres. Il n'a pas besoin de mettre ceux qui ne sont pas d'accord avec lui en prison, ce que fait Poutine. Donc ses actions ne le caractérisent pas comme quelqu'un de courageux. Une dernière question, Gal Yashin. Qu'est-ce qui vous fera reprendre l'avion? Quel est le signe qui vous fera reprendre l'avion dans l'autre sens, vers Moscou? Difficile à dire. S'il y a une amnistie pour les prisonniers politiques, si la pression du peuple russe ou international provoque une libération de prisonniers politiques, sera un signe pour le retour. Le début de réformes, s'il y a des réformes qui commencent, sera aussi un signe. Mais je pense que tout le monde se rendra compte si des changements commencent. Donc, il est possible que je me réveille un beau jour et que je comprenne que le jour du retour est arrivé. J'espère que ce jour arrive bientôt. On l'espère aussi pour vous. Merci beaucoup. Merci Gal Yashin. Merci vraiment. Et merci à Daniel Jvirblis pour la traduction. Le tour de la planète continue. Il passe par Manhattan avec ce trio électrophane des années 90 et 2000. Kukers, I Don't Wanna, c'est dans la playlist de France Inter. C'est parti. Le reportage ce soir est au Liban, une fois de plus, où l'armée israélienne tape toujours le sud du pays, le sud de Beyrouth aussi, avec une rare intensité pour viser, c'est ce que dit l'armée israélienne, les intérêts économiques du Hezbollah. Des milliers de familles ont été contraintes de se déplacer, 1 300 000 personnes selon les chiffres, un tiers sont des enfants, certains sont morts ou blessés, tous vivent désormais sous les bombes et sans école, une situation alarmante selon l'UNICEF qui parle même d'une potentielle génération perdue. Le reste, c'est Arthur Saradin qui raconte. Au sud du Liban, à l'hôpital de Saksakieh, un homme est effondré au sol. Ses 2 enfants viennent d'être tués par un missile de l'armée israélienne. Dans le petit village voisin de Zrarieh, il s'agit du 6e enfant frappé par un bombardement. Au premier étage de l'hôpital, Walid a survécu à une frappe survenue il y a quelques jours. Il a 10 ans, ne peut plus parler. Sa mère veille à son chevet. On lui a tiré dessus et le garçon qui était avec lui est mort. Mon fils a eu le ventre complètement ouvert et l'estomac perforé. Il a réussi à se traîner seul dans la rue et à échapper à la fumée du bombardement. Moi j'étais loin. Quand j'ai vu la fumée, je me suis effondrée au sol, j'ai pleuré, hurlé à Dieu de sauver mon petit. Walid en est à sa 2e opération du ventre.
Les médecins pensent qu'il pourra s'en sortir. Mais je n'ai plus de maison. Quand ses blessures seront soignées, je ne sais pas où on ira. Mais je veux qu'il s'en sorte. Et après, on verra. Déjà, plus d'une centaine d'enfants sont morts au Liban depuis le début du conflit. Comme Walid, plus d'1 millier d'entre eux sont aussi blessés. Nous sommes maintenant dans le village voisin de Agloun, presque entièrement désert. Les habitants ont tous fui les bombardements. Devant l'école publique de la ville, Arli Safadi, lui, a décidé de rester. Honnêtement, je pense que je suis le dernier maître d'école ici dans le coin. Le ministère de l'Éducation a suspendu les cours jusqu'à nouvel ordre et à mon avis, nous allons perdre encore une année scolaire entière. Ce n'est pas la première fois. Depuis quelques années, l'épidémie de Covid ou la crise économique ont privé de nombreux enfants de l'école. Difficile aussi de faire les cours à distance. Les professeurs comme Arli Safadi n'en ont pas les moyens. Ils ont bombardé l'immeuble voisin de ma maison, les 3 étages se sont effondrés. Mais moi je préfère mourir ici, j'ai peur, mais je n'abandonnerai pas ma maison, jamais. Avec la guerre, les nerfs des Libanais commencent à lâcher. Plus d'1 million d'entre eux sont déplacés, parmi eux 400 000 enfants. Dans une école près de Anjar, collée à la frontière syrienne, des centaines d'entre eux ont trouvé refuge. Comme la moitié des établissements du pays, des familles entières vivent dans de petites classes en ayant pu sauver seulement quelques affaires. Kedak a 13 ans, elle est d'origine arménienne. On a vraiment eu peur, car ils étaient très proches et on les a vraiment ressentis. On est entouré par les tirs, tout le pays est attaqué. Avec ces mots, elle a parfois du mal à décrire ce qu'elle et ses camarades peuvent ressentir. On entend les bruits et on ne sait pas ce qu'il peut se passer. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de s'enfuir. C'est dur de travailler et de se concentrer sur l'école parce qu'on a peur tout le temps. On ne sait pas si on va pouvoir aller à l'école le jour suivant ou si quand on est à l'école, on pourra rentrer à la maison. Autrefois au Liban, les enfants grandissaient avec le trauma de leurs parents, ceux de la guerre civile ou de la dernière guerre de 2006 parfois. Aujourd'hui, après 1 an de bombardement, la nouvelle génération a sa guerre et avec elle ses nouveaux traumatismes auxquels elle ne peut échapper. Arthur Saradin pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Et voici d'abord Haïti, Kevin, où des milliers de personnes fuient leur quartier. Oui, celui de Solino, dans le sud de Port-au-Prince, l'un des rares désormais à ne pas être contrôlé par les gangs qui font la loi depuis des années dans la capitale haïtienne. Des voitures, des vannes remplies à ras-bord, des hommes, des femmes, des enfants qui partent à pied, les bras chargés de sacs et de valises. 5000 déplacés selon la protection civile haïtienne. Au moins 2 personnes sont mortes et des maisons de ce quartier ont été incendiées. Hier, depuis 5 jours, les gangs réunis dans une coalition multiplient les attaques dans ces zones qui ne sont pas sous leur contrôle. Après plusieurs mois d'accalmie depuis l'arrivée de la mission internationale dirigée par le Kenya, qui est encore loin d'atteindre son objectif de 2500 policiers présents pour épauler les forces de sécurité haïtiennes à bout de souffle. Depuis le début de l'année, plus de 3500 personnes ont été tuées en Haïti d'après l'ONU. Et nous sommes au Mexique où le gouvernement chasse la malbouffe. Il vaut mieux manger un taco aux haricots qu'un paquet de chips. Voilà ce qu'a dit hier la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum lors de sa conférence de presse quotidienne, parce qu'elle et son gouvernement annoncent que dans 6 mois, les chips, c'est fini à l'école. Et oui, ça nous semble inconcevable en France, mais au Mexique, il n'est pas rare de trouver dans les établissements scolaires chips, sodas et autres snacks industriels. Évidemment, tout ça est bien trop gras, trop sucré, trop salé. Les enfants mexicains sont ceux qui consomment le plus ces produits en Amérique latine. 1/3 d'entre eux est en surpoids ou en situation d'obésité. C'est donc maintenant aux chefs d'établissement de réagir. Ils ont 180 jours pour éradiquer la malbouffe, sous peine de grosses amendes, mais il faut aussi mieux équiper les écoles. En 2020, seulement 4% des établissements scolaires disposaient par exemple de fontaines à eau en libre service au Mexique.
Et nous sommes en Arabie Saoudite avec un revenant donc. Et oui, Neymar a joué au football hier soir, un petit quart d'heure lors du match de Ligue des champions asiatiques avec son club d'Al Hilal opposé aux Émiratis d'Al Ain. Et ce n'est pas une petite nouvelle parce que l'ex-star du Barça et du PSG n'avait plus participé à une rencontre officielle depuis un an, le 17 octobre 2023, et sa très grave blessure au genou. Je me sens bien, je suis si heureux, disait-il hier à la fin du match, et ça avait l'air sincère, content, comme un gamin, l'air plutôt affûté malgré cette longue période d'inactivité. Neymar, que l'on a souvent, à juste titre, critiqué pour son manque de sérieux et d'implication, son hygiène de vie aussi. Il a failli marquer pour son retour hier, tant attendu par son club, qui l'a acheté environ 100 millions d'euros au PSG l'an dernier, et qui lui offre à peu près la même somme chaque saison à cause de cette blessure. Il n'a joué que 5 matchs avec Al Hilal l'an dernier. Faites le calcul, pour l'instant, ça fait cher la rencontre. Ça fait 20 millions par match, Kevin. Donc 220 000 euros par minute. 880 000 pour 4 minutes. Ah oui, comme voilà. La durée de sous les radars, vous voulez dire ? Vous avez raté votre vie, Kevin. Pour vous consoler, voici Sekouba Bambino, It's a Man's World. C'est une reprise évidemment de James Brown. Géniale version d'It's a Man's World signée Sekouba Bambino sur France Inter. Et dans Un jour dans le monde à 18h50, c'est Antoine Malo ce soir. How dare you. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Et Antoine, vous nous parlez aujourd'hui du Maroc, où le cabinet du roi a confirmé hier la visite d'Emmanuel Macron la semaine prochaine. Oui Fabienne, et cette visite sera sans doute des plus fastueuses. Imaginez que ça fait 6 ans que le président français ne s'est pas rendu à Rabat. 6 ans c'est long, c'est même très long, surtout quand on avait l'habitude d'entendre que les deux pays entretenaient des relations très privilégiées. Sauf que cette fameuse amitié franco-marocaine a été polluée par une série d'événements. Il y a eu entre autres l'affaire Pegasus, vous savez, ces écoutes supposées en 2019 du téléphone d'Emmanuel Macron par les services de renseignement marocains. 2 ans plus tard, c'est la France qui avait beaucoup fâché le roi Mohamed VI quand elle avait décidé de restreindre de moitié les visas accordés aux Marocains. Plus récemment, après le tremblement de terre dans la région de Marrakech, le royaume avait ostensiblement rejeté la proposition d'aide de la France. Et alors, quand est-ce que les choses ont changé ? Disons qu'il y a eu un début de dégel à la fin de l'année dernière. Mais le déclic, il a surtout eu lieu cet été quand la France a fait évoluer son discours sur le Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'est cette ancienne colonie espagnole qui est en grande partie sous contrôle marocain, mais qui est aussi revendiquée par des indépendantistes soutenus par l'Algérie, l'ennemi intime du Maroc. Jusqu'à récemment, Paris observait une position attentiste sur le dossier, voire pro-algérienne, disaient certains.
Mais le 30 juillet, elle a changé de pied et officiellement soutenu la vision marocaine. Et ça a suffi à relancer les choses. Et alors, qu'est-ce que les Français attendent de cette visite ? Déjà, Fabienne, ça va être l'occasion d'évoquer des sujets importants pour Paris, comme la coopération antiterroriste ou l'immigration. Et puis surtout, on va parler affaires et gros sous, parce que dans son avion, Emmanuel Macron emmène une palanquée de chefs d'entreprise. Pour pas mal de patrons français, le Maroc, c'est un peu l'Eldorado, avec des chantiers d'infrastructures énormes, comme l'électrification dans le sud, ou le prolongement de certaines lignes de train. Et puis Paris vise aussi autre chose avec cette visite, c'est reprendre pied en Afrique subsaharienne. Je m'explique, la cote de la France dans cette zone, et notamment au Sahel, est au plus bas. Or, pour le Maroc, c'est tout le contraire. C'est même devenu le deuxième investisseur africain sur le continent. Le but est donc, par le biais de partenariats avec les Marocains, de retrouver de cette profondeur économique qui a été perdue. Et donc, la France a tout à gagner dans cette histoire. Alors oui, à un gros détail près, l'Algérie, qui voit d'un très mauvais œil la visite de la semaine prochaine. Ça ne fera qu'empirer une situation déjà très dégradée, puisque le revirement français sur le Sahara occidental avait rendu Alger fou furieux. Mais bon, pendant des années, Emmanuel Macron a fait la cour au président Tebboune, par exemple en entamant un début de repentance sur le passé colonial, tout ça dans le vague espoir que l'Algérie ouvre ses portes aux investisseurs français. Mais ça n'a jamais vraiment eu lieu. La France a donc préféré se tourner vers le Maroc, et on verra la semaine prochaine si elle a fait le bon choix. Antoine Malo, merci beaucoup. L'échéance américaine approche, et dans 2 semaines maintenant, Hélène Chevalier au pays des 50 États. France Inter. We are Americans. Et cette semaine, Hélène, direction le garage de Saad, au nord-ouest de la Pennsylvanie. Oui, à Érillé, plus exactement, une ville située au bord d'un des grands lacs qui porte le même nom. Une ville moyenne, sans grand charme, mais très courtisée par les 2 candidats. Donald Trump est venu début octobre et Kamala Harris il y a quelques jours. Pourquoi ? Eh bien déjà, on est dans l'état pivot qui rapportera le plus de grands électeurs. Et puis surtout, les habitants d'Érillé ont la réputation de voter pour le candidat qui l'emporte lors des 3 dernières élections. Puis Biden sont arrivés en tête ici. J'avais donc très envie d'aller à la rencontre des habitants que j'ai longtemps cherché. Je m'étais positionné plus ou moins au milieu de la ville. Très mauvaise stratégie aux États-Unis. Je marchais donc depuis une bonne demi-heure dans ces longues rues désertes. Et puis j'ai vu une silhouette à travers la vitrine du garage de Saad. Et je me suis assise parmi les nombreuses plantes vertes en attendant que la cliente de ce garage finisse sa conversation au téléphone. La vice-présidente. Elle est ici ce soir. On sent un grand enthousiasme chez cette dame. J'habite en Floride, je suis venue ici pour le mariage de ma fille. Bon, en fait, la pauvre accumule les galères. Elle a besoin de retourner chez elle en Floride. Le toit de sa maison a été en partie détruit par l'ouragan Milton et maintenant sa voiture est en panne. Et voilà peut-être son sauveur, Saad, le garagiste. Pendant qu'il discute joint de culasse, j'aperçois des unes de la presse locale dans des cadres accrochés sur le mur. Il est écrit en gros titre « Le rêve américain ». Sur la photo, je reconnais Saad, un peu plus jeune et quelques kilos en moins, mais toujours le même sourire. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, je vais bien et vous ? J'adore votre accent. Je travaille pour la radio France Inter. Vous avez 5 minutes à me consacrer ? Oui, vous voulez venir à l'intérieur ? On se dirige dans son bureau, pas mal de paperasse un peu partout, des photos de famille. Ok, asseyez-vous. Avant de m'installer, je vois une grande carte de l'Irak. Oui, je suis originaire de Bagdad. Un pays qu'il a dû quitter après s'être soulevé contre Saddam Hussein à l'issue de la première guerre du Golfe. 1991, when the war ended, we went for uprising as a revolution, but he have army right here, and he sent army to beat us. So we run away. We went to Saudi Arabia. Il est resté dans un camp de réfugiés au milieu du désert pendant presque 2 ans avant de trouver asile aux États-Unis. Lorsque nous sommes arrivés ici, le gouvernement nous a aidés à nous installer à Erie, en Pennsylvanie. Et nous avons été très bien accueillis. C'est comme ça qu'a débuté son rêve américain, passé d'un simple ouvrier dans une usine de plastique à aujourd'hui propriétaire de son garage, marié, 3 enfants. Et votre femme Elle est d'ici. Elle est américaine ? Oui, elle est américaine. Et maintenant vous êtes américain aussi ? Oui, je suis un citoyen depuis presque 25 ans. Donc vous allez voter ? Oh oui, je vais voter. Vous savez déjà pour qui ? J'ai pas encore décidé. Vraiment ? Qu'est-ce qui fera la différence ?
Kamala Harris est trop démocrate. Trop de démocratie n'est pas bon. Mais qu'est-ce que vous entendez par trop de démocratie? Comme pour le système éducatif, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit lorsqu'elle parle de genre. Quand un enfant de 7 ans vient voir ses parents, elle leur dit « Je ne sais pas si je veux être une fille ou un garçon ». Bon, ça c'est pour Kamala Harris. Que pense-t-il alors des propos de plus en plus extrêmes de Donald Trump sur les immigrés? Sa façon de parler, son ton raciste, je ne pense pas qu'il soit personnellement raciste parce que sa femme est immigrée. C'est ce que je pense, vous savez, quand il dit « je veux que les immigrés partent », je pense qu'il parle des immigrés illégaux. Saad étaye son propos, le quinquagénaire pense qu'il ne peut se priver d'une main-d'œuvre si bon marché. Croyez-le ou non, les États-Unis, c'est l'arbre et les immigrés, le tronc. Sans nous, l'arbre tombe. Nous faisons ce que beaucoup de gens ne font pas. Vous savez, je vois beaucoup de mes amis qui vont tailler des vignes en février pour moins de $5 de l'heure. En tant que citoyen américain, je ne le ferai pas. Nous occupons les emplois que personne ne veut. Nous nous construisons nous-mêmes. Un des 3 employés du garagiste a besoin d'aide. Je prends une photo rapide du patron dans son atelier et ressort assez perplexe. Sur le moment, je n'ai pas eu la présence d'esprit de lui parler des réfugiés de Gaza et de la promesse du candidat républicain de leur interdire l'entrée aux États-Unis. Il aurait peut-être pensé au jeune Saad d'il y a 30 ans. Hélène, au pays des 50 États, à mardi prochain, bien sûr, et puis mardi d'après, là, pour le coup, pour les élections.